Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette table ronde organisée par Change Now qui s'intéresse aujourd'hui au rôle des médias dans la transition. Je suis Émilie Kovacs, la fondatrice en 2016 d'un média qui s'appelle Ecopo, média expert de l'économie responsable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Sybille Veil, la présidente de Radio France depuis 2018, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions depuis 2015 et Pierre Louette, président du groupe Les Échos, Le Parisien depuis 2018. Merci à tous les trois d'être ici aujourd'hui pour parler de ce vaste sujet. Alors, puisqu'on s'intéresse avec vous aujourd'hui au rôle des médias dans la transition écologique, j'aimerais qu'on commence peut-être par rappeler le rôle des médias dans la société. Quel est-il et quelle est votre vision? On commence avec vous, Sybille Veil. Alors moi, ma conviction, c'est que les médias sont là pour porter les grandes causes de leur époque, et même plus que les porter, ils doivent s'engager pour cette grande cause, et notamment quand on a un média de service public. Pour nous, en tant que radio, l'auditeur n'est pas un consommateur, c'est un citoyen. Donc quand on lui parle, on essaie aussi de l'éclairer sur les grands enjeux, et l'un des plus grands défis posés aujourd'hui à l'humanité, c'est évidemment la transition écologique. Donc on doit prendre à bras-le-corps ce sujet dans toute sa complexité, et c'est ce qu'on s'efforce de faire sur toutes les antennes de Radio France. Merci Sybille. Delphine, quelle est votre vision à vous du rôle des médias dans la société? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sybille vient de dire. Pour le dire peut-être un peu différemment, je pense qu'on a un double rôle, à la fois d'être une forme de réassurance, d'ancrage dans ce qui se passe autour de chez moi, expliquer ce qui se passe dans le monde, donc d'une certaine manière un peu éclairer ce qui se passe, et aussi accompagner l'avenir. Donc ces deux phases qui parfois ont du mal à se parler, d'autant qu'on voit, et les études sociologiques le montrent, on vit dans une société qui est de plus en plus fragmentée, de plus en plus éclatée, où on voit aussi que les questions un peu complotistes commencent à émerger, et ce n'est pas sans incidence sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc je pense que les médias ont ce double rôle-là, avec une particularité, c'est qu'on est quand même tous les jours dans la vie des gens, que ce soit la radio ou la télé. On est un peu le lien social pour beaucoup de gens. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui vivent seuls en France, il y a 10 millions de gens qui vivent seuls. Donc on est cette espèce de fenêtre sur l'extérieur. Et donc on a un rôle presque affectif aussi, d'une certaine manière. Et dans ce rôle affectif, je crois que notre rôle, c'est bien sûr d'alerter sur ces grandes causes, sur ce qui va mal, mais aussi d'accompagner pour, au fond, arriver à donner dans ces grands sujets collectifs quelques réponses individuelles pour que les gens finalement se disent voilà, je peux faire ça, voilà, la situation n'est pas très bonne, mais je peux contribuer positivement en faisant ceci ou cela, ou on me montre un exemple de quelqu'un qui a bien réagi. Voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on embrasse en même temps, si je puis dire. Pierre Louette, votre vision à vous du rôle des médias dans la société? Moi, j'ai eu une vision qui a été un peu déformée parce que j'ai été président pendant un moment de l'agence France Presse. Et donc là, on avait vraiment cette vision de dire on va donner des informations, des éléments de décryptage, mais pas s'engager. Il n'y avait pas cette notion d'engagement. Et je reprendrai, comme mes collègues le disaient, de plus en plus, je pense qu'il faut que les médias s'engagent. Et là, aujourd'hui, avec un quotidien économique très, très fort, qui est Les Échos, et un grand généraliste, Le Parisien, on touche à peu près un Français sur deux tous les mois. Et on doit avoir une forme d'engagement, notamment, et je veux dire principalement, pour cette cause qui est celle de la transition, la transformation. Et c'est ce qu'on essaie de faire un peu à travers toutes, j'allais dire nos antennes, mais enfin tous nos médias, tous nos journaux, pour donc donner des clés de compréhension, donc du décryptage, qu'est-ce qui se passe, comment, questionner aussi des évidences, parce qu'il va y avoir des évidences de tous les côtés. J'entendais ce matin sur Radio Classique Jean de Kervasdoué, qui est un monsieur qui aujourd'hui dit les écologistes vont peut-être trop loin. Il le dit de façon assez polémique, mais je pense que le titre de son bouquin est plus dur que la réalité. Il faut donner ces éléments-là, leur donner un écho, donner des clés, mettre en perspective, et puis aussi, et c'est d'ailleurs la raison d'être du groupe Les Échos Le Parisien, ce qu'on a voulu créer il y a déjà 2 ans, donner des clés de compréhension, mais aussi donner les moyens de s'engager. C'est-à-dire qu'il faut en fait fournir des plateformes d'engagement. À partir de là, je prolonge, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je m'oppose, mais enfin j'ai quelque chose qui me permet d'entrer dans le débat. Donc si je vous entends bien tous les trois,
aujourd'hui, les médias ne s'engagent plus pareil dans la société comme hier. Pierre Louette, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience depuis le réchauffement climatique, depuis la crise de la Covid-19 aussi. Il faut aller plus loin. C'est le rôle des médias qui, du coup, doit davantage inspirer, montrer ce qui marche aussi. J'entendais Delphine Ernotte qui disait que, effectivement, notamment pour toucher les personnes qui sont seules chez elles, on montre aussi, donc on parle de ce qui va mal, mais on parle également de ce qui va bien, c'est ça ? Et c'est vrai que la nature, je trouve, de l'engagement politique a pas mal évolué. Il reste des médias, des journaux, des antennes qui sont très engagés politiquement, c'est vrai. Mais la tradition d'engagement, elle est ancienne. On se souvient de l'Aurore, enfin, en France, mais plein de journaux qui sont engagés. Bon. Aujourd'hui, la politique, la vie de la cité, elle doit pas mal tourner autour de la question de la survie de la cité. Si on ne s'engage pas dans ces questions d'environnement et de transition, on n'est pas tout à fait dans la cité. C'est-à-dire qu'on pourrait donner une image très restrictive. Le débat politique, il ne capture pas forcément tout ce qui concerne l'avenir des citoyens. Je pense que ça, c'est important de l'avoir montré. C'est ce que je crois nos médias essaient de faire. C'était la vieille phrase de Périclès qui disait qu'un citoyen qui ne fait pas de politique n'est pas un citoyen paresseux, c'est un citoyen inutile. Le citoyen doit être engagé. Et aujourd'hui, on le voit avec Change Now qui en donne une sorte d'illustration, je trouve, éclatante. La plateforme d'engagement des politiques, mais aussi des entreprises, doit être sociétale, environnementale, parce que sinon, ils ne contribuent pas à l'avenir de leur société. Mais alors Delphine Ernotte, on s'engage par conviction ou par contrainte aujourd'hui ? Non, par conviction. Je pense qu'on s'engage. Il ne faut pas oublier qu'en tant que média, on a quand même toujours un rôle d'alerte. 20% des Américains pensent que la Terre est plate. Alors on rigole parce que c'est les Américains, mais l'autre jour, Claudie Hénièvret, cette grande dame scientifique, astronaute française, nous racontait que dans la rue, elle est souvent arrêtée par des gens qui la reconnaissent et qui lui posent des questions sur son expérience dans l'espace. Il y a quand même beaucoup de gens qui lui demandent « Est-ce que vous pouvez nous certifier que la Terre est ronde ?» Voilà. Donc, dans notre rôle de média, il y a toujours alerté sur les réels dangers que court la planète. C'est ce qu'on fait sur le front Hugo Clément, avec beaucoup de documentaires, de magazines, de fiction. Voilà, il y a ce rôle-là qui reste un rôle important. Il ne faut pas le négliger. Et dans le même temps, les gens nous disent « Oui, mais parfois on est désespéré, on regarde un documentaire sur la disparition des baleines et on a envie de pleurer et on ne sait pas quoi faire. » Donc c'est ce que dit Pierre. Il faut qu'on trouve des ressorts à l'action pour ne pas laisser les gens dans ce désespoir, mais leur dire voilà ce que vous pouvez faire. Et de ce point de vue-là, il y a plusieurs aspects. Vous savez qu'on évolue beaucoup, en tout cas à France Télévisions, vers un journalisme de solution, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de dire voilà, la solution, elle n'existe pas malheureusement, mais en revanche, à ce sujet-là qui pose un problème, on le dénonce, il y a des solutions. Et donc montrer sur le terrain que telle association, que telle mairie, que tel groupe ou tel individu a telle solution, ça permet aussi justement de donner une forme de guide pour l'action et d'espoir aux gens qui regardent et qui s'interrogent sur comment aider finalement, que faire pour résoudre ce problème collectif de la planète. Et puis enfin, troisième chose, on sait que les jeunes portent beaucoup ce sujet. Et on sait que la question du lien entre les médias traditionnels que nous sommes et les jeunes est une vraie question. Et donc on s'est engagé avec nos amis allemands de l'ARD à la construction d'une offre, d'une plateforme qui s'appelle le projet Phoenix et qui va voir le jour bientôt, où justement on essaie d'être un média social, c'est-à-dire d'apporter des contenus, des documentaires, des magazines, des papiers qui parlent de cette question de l'environnement et en même temps d'engager les jeunes générations dans des solutions, tout ça dans une seule plateforme qui est à la fois un média et un réseau social en quelque sorte, pour être une force d'engagement de la jeunesse, en l'occurrence européenne. On espère qu'on va étendre ce projet à d'autres pays d'Europe. Donc voilà, c'est alerter, engager. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on vit quand même un moment dans l'information qui est très particulier. On a d'une part une crise de confiance dans l'information. On a la multiplication de fausses informations, d'infox à cause du développement de ce qui peut se retrouver sur les réseaux sociaux.
Donc déjà, notre premier rôle, c'est de diffuser une information qui soit fiable, qui inspire confiance. Et je pense que sur les questions d'environnement qui sont si complexes, qui ont fait l'objet de controverses, comme le rappelait Delphine, avec des croyances qui peuvent être différentes, faire la différence entre ce que dit la science et la croyance, c'est extrêmement important que des journalistes qui ont une formation scientifique puissent le faire. Et ce rôle-là d'éclairage, de décryptage, il est absolument essentiel aujourd'hui. Et il faut que ce soit fait par des médias qui ont des rédactions, qui ont une vraie éthique de l'information, qui peuvent expliquer comment elles travaillent et qui ont vraiment cet engagement-là. Et qui inspire confiance. Et qui inspire confiance, c'est la vraie question aujourd'hui pour tous nos médias et pour toutes nos équipes de journalistes. Le journalisme de solution, ça importe aujourd'hui beaucoup d'optimisme dans une période où on voit bien que la difficulté que posent les questions environnementales qui sont très anxiogènes, notamment pour les plus jeunes générations, et donc ça permet de retrouver un peu d'optimisme en partageant aussi ce qui peut permettre d'améliorer les choses. Ça, on le fait avec quand même beaucoup de lucidité, parce que je pense qu'il faut qu'on montre la réalité, qu'on la décrive et qu'on n'occulte pas cette réalité-là, mais il faut aussi qu'on montre ce qui est possible, les voies du possible, notamment vis-à-vis des plus jeunes, qui sont aujourd'hui ce qui porte le plus dans les familles, ces questions d'environnement. Et on sait à quel point ce sont des sujets de débat. Ces derniers jours, s'invite dans la campagne des régionales le débat sur les éoliennes, ça reste toujours des sujets de débat. Ça reste aussi des sujets de débat dans un moment où on est dans une crise économique et sociale et que ça a aussi des impacts économiques et sociaux, la transition écologique. Donc ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes et sur lesquels avoir des éclairages approfondis, c'est vraiment, je pense, l'une de nos toutes premières missions. Nous, on a chaque semaine 27 heures de programme hebdomadaire qui essaie d'expliquer, avec la première émission radio qui est consacrée, qui est la Terre au carré, le magazine de France Culture de l'environnement de Cause à effet, qui débattait par exemple hier en essayant de trouver une solution. Est-ce que le numérique est un problème ou une solution pour répondre aux questions d'environnement ? Il y a plein de sujets qui se posent et c'est vrai que c'est devenu un élément qui impacte beaucoup tous nos programmes et qui est extrêmement important aujourd'hui dans chacun de nos médias. Puis on l'a vu inspirer donc les jeunes, inspirer les moins jeunes aussi, avec le documentaire de Cyril Dion. Hein, on a vu le film Demain notamment, qui avait énormément inspiré dans les petites collectivités. Il y avait eu des petits groupes de personnes qui voulaient agir, les makers, hein, on les appelle, qui essayent de faire à leur échelle quelque chose pour la planète. Alors rentrons justement dans le vif du sujet, dans le détail de ce que vous faites. Déjà, côté éditorial dans vos médias, eh bien, je reste avec vous, Sybille. Donc vous nous avez donné un exemple avec la tête au carré. Vous avez beaucoup de programmes, hein, effectivement orientés solutions notamment. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples concrets ? Alors chaque semaine, on a une centaine d'heures de programmes qui traitent d'environnement, dont 27 heures d'émissions qui sont vraiment dédiées à l'environnement. Il y a la Terre au carré, on a plusieurs émissions scientifiques, la chronique environnement qui est diffusée dans la matinale, le billet de sciences de France Info, le magazine de l'environnement de Cause à effet, le circuit court sur France Bleu. Donc vraiment, nos 7 chaînes de radio prennent à bras-le-corps cette thématique-là. On a fait beaucoup de journées spéciales parce que ce sont des moments pour créer vraiment un événement en résonance avec l'actualité de grandes conférences comme la COP ou de journées qu'on a initiées. Par exemple, on avait fait une journée de plastique non merci avec Combini qui a eu un succès retentissant justement pour il y a quelques années pour expliquer à quel point aujourd'hui il fallait qu'on change toutes nos habitudes sur l'usage du plastique. Donc c'est vraiment un vrai engagement de longue date et qui quelque part puise dans l'identité aussi de Radio France, qui est une des premières entreprises à utiliser, à être vraiment engagée sur ces, même en tant qu'entreprise, puisque on y viendra après. Ça, je garde pour après. Ne dites pas tout de suite. Et même sur les podcasts pour enfants, c'est quelque chose qu'on porte maintenant parce qu'on sait combien on a aussi un rôle en fait d'éducation. On a lancé 2 séries de podcasts là, récentes. Un Olma qui explique ces questions d'environnement, les bestioles, parce que la biodiversité, c'est aussi la protection des espèces, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes. Donc, ce sont, je crois que France Bleu également... Alors, France Bleu développe beaucoup de choses, parce que France Bleu parle d'agriculture, il parle de circuits courts, il parle de mode de consommation durable. Donc ils sont très engagés, parce que c'est des problématiques qui sont quand même
aujourd'hui qui ont une dimension très locale et l'acte d'achat de consommation, il est avant tout local. Donc France Bleu le traite beaucoup aussi. Delphine Ernotte également, à France Télévisions, vous avez énormément de programmes et ça s'est accéléré, on l'a vu ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous diffusez sur vos antennes? C'est vrai que ça s'est accéléré. Il y a 2 ans, on a décidé d'en faire une très très grande thématique. On a fait des primes justement pour sensibiliser nos publics à cette question. On a des séries documentaires, je vous citais Hugo Clément sur le front. On a aussi des grandes fictions qui traitent de ces sujets. Vous savez qu'on a on construit des coproductions à l'échelle internationale avec nos partenaires du service public. Et c'est vrai que les séries d'anticipation comme Bug, qui est l'adaptation d'une BD d'Enki Bilal, qui parle d'un bug informatique qui tout d'un coup arrête tout, montre aussi d'une certaine manière par miroir, effet miroir en fait, toute la dépendance que nous avons à tous ces outils qui font partie de notre vie, ou encore une autre fiction qui va arriver qui parle de l'océan qui se venge des hommes. Et donc qui submerge tout. Donc on voit au travers de ces séries aussi, on crée d'une certaine manière au fond la réalité de cette problématique. C'est ça, les fictions aident aussi. Oui, pas absolument. Que les documentaires c'est pas journalistiques. Que les documentaires, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis voilà, donc au-delà de ces grands événements que sont les documentaires ou les fictions, on essaie de faire en sorte que cette thématique qui devient beaucoup plus complexe que juste l'écologie d'un côté, parce que ça touche la santé, on l'a vu avec le Covid, ça touche à l'économie, ça touche à la consommation, au mode de vie quotidien des gens. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'infuser un peu dans le quotidien, donc c'est dans nos éditions d'information, dans nos magazines quotidiens. Par exemple, sur France Info, qui est notre projet commun avec Sibylle et les autres partenaires de l'audiovisuel public, on a créé un hashtag Alerte Pollution, où en fait on mettait la rédaction à disposition des citoyens qui pouvaient dire voilà, je vois qu'il y a une pollution dans tel endroit, est-ce que vous voulez bien investiguer? Et c'est une manière aussi de raccrocher très concrètement le travail des journalistes au quotidien sur le terrain avec les préoccupations des citoyens. Ça a énormément fonctionné. Donc c'est ce type d'initiative qui à la fois montre l'engagement de nos propres équipes et aussi suscite l'engagement des citoyens et la manière qu'on peut ensemble, qu'on a en fait ensemble de répondre à cette problématique globale. Voilà, donc c'est le journaliste de solution ou de construction, on l'appelle comme on veut, mais comment est-ce qu'on est nous aussi, d'une certaine façon, agissant auprès des gens, à leur côté, sur ces questions d'environnement. Pierre Louette, dans les Échos, Le Parisien aussi est engagé depuis longtemps sur ces sujets, dans ces articles. Vous pouvez nous donner des exemples ? Oui, alors juste peut-être un ajout à ce qu'on disait. Oui. Il y a une vraie dialectique aussi entre en donner plus au public parce qu'on pense qu'on doit, mais aussi en donner plus parce qu'il le demande. Et nous, on a constaté, je pense les uns les autres, une très bonne réponse en fait. Plus on en fait, plus c'est lu. Donc ça, c'est quand même très rassurant, je veux dire, pour la prise de conscience générale. Et parfois, on a même été un peu, j'allais dire, devancé ou stimulé par la réaction. On mesure beaucoup sur les sites Internet qu'on a et les abonnements, la réaction et ce qui est lu. C'est très lu, c'est très demandé. Donc voilà, c'est une incitation pour nous à en faire plus. Alors, dans les différents titres du groupe, on a fait une sorte de briefing général en disant bon, on y va massivement, il faut que chacun, à sa façon, remplisse son rôle. Donc, le Parisien... Il y a eu un déclic peut-être à un moment Le déclic, si vous voulez, c'est la rencontre parfois entre des préoccupations un peu personnelles quand même du chef, il faut dire les choses, qui a envie et parce que lui-même a été exposé de plus en plus à ces questions-là, parce qu'on se dit aussi, c'est pas possible, on doit jouer ce rôle qu'on a mentionné, on doit en apporter plus, et puis parce qu'après, comme je l'évoquais, on réalise que ça marche et que ça intéresse beaucoup. Donc, briefing général dans les titres de la maison. Le Parisien, dans sa version très généraliste, a fait un jour un Parisien tout vert pour montrer qu'il était en train de... Bon, c'est symbolique, mais qu'il est en train de muter. Et puis ensuite, on a décliné dans tous les aspects de la vie comment on peut avoir un comportement plus responsable. Et alors là, le Parisien est très bon, évidemment, dans la vie pratique, l'immobilier, le serviciel. Enfin, voilà. Donc ça a été fait. Les Échos est rentré très fort aussi. On a fait une relève des Échos complètement tournée autour de la relève. C'est ce moment où viennent écrire le journal des gens qui font partie de la future relève économique et politique du pays. Et donc c'est vraiment aussi un moment symbolique. Et depuis lors, la couverture environnementale des Échos est très intense. En fait, tous les jours, on n'a pas besoin de demander. Il y en a beaucoup tous les jours sur tous les sujets, en microéconomie, en macroéconomie. Et puis, de façon très intéressante pour moi, ce qui a été presque le plus
le plus stimulant, ça a été de voir le succès d'un produit lancé par Investir. Investir, bon, c'est un journal pour ceux qui veulent investir, quoi. Donc c'est placer son épargne dans toutes les formes possibles. Aujourd'hui, il y a quand même 200 milliards d'épargne à placer, donc ça va être intéressant pour investir et de donner quelques pistes supplémentaires. Investir a créé avec Vigeo Eiris une sorte de baromètre et de classement qui n'est pas le CAC 40, qui est le classement des entreprises, des grandes et moyennes entreprises, en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont leur engagement, des critères de pollution, de consommation carbonée. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas du tout même le même classement que le CAC 40. En fait. Et ce classement-là a été publié, ça a été la meilleure vente de l'année. La meilleure vente de l'année et l'article le plus vu en ligne. Et donc à chaque fois qu'ils le font, c'est un rendez-vous qui est extrêmement suivi parce qu'on a vu, on fait beaucoup de salons, c'est un peu une des spécialités du groupe aussi. On a fait un salon, un Investir Day, et moi j'ai rencontré beaucoup de gens de tout poil, j'allais dire, de tous les âges, qui disaient, mais bon, moi je ne suis pas certain de vouloir acheter des actions d'une banque qui finance une industrie carbonée. Ce n'est pas juste l'industrie carbonée, mais c'est aussi celui ou celle qui la finance. Et donc on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de s'orienter parce que ça devenait très important pour eux. Et donc il est tout à fait évident que dans les 2-3 ans, personne ne pourra être coté bien sans avoir une dimension environnementale très forte. Sûr, on a vu Ronex qui venait d'adopter des critères ESG, en effet. Ça me fait une parfaite transition justement sur les engagements de vos régies, parce qu'effectivement, si la finance s'y intéresse, c'est parce que effectivement, on sent que l'économie est en train de bouger sur ces sujets, et notamment au niveau de l'investissement. Alors, Sybille Veil, est-ce que vous pouvez me parler de l'engagement des régies chez vous ? Qui est particulier, puisque vous prenez le risque de choisir ou non vos annonceurs. Ça veut dire, choisir, c'est renoncer. Alors, c'est un engagement personnel que moi j'ai pris quand j'ai vu les engagements pris par le Guardian fin 2019. Et nous, on est très interpellés par nos auditeurs qui, c'est pareil, sont les premiers à nous dire qu'il faut être aussi vertueux sur nos programmes que dans nos publicités. Donc, je me suis retournée vers ma régie qui... Sa première attitude, ça a plutôt été de dire c'est compliqué, on ne peut pas faire du refus de vente, il y a des risques de perte de recettes. Moi, j'aurais demandé de vraiment y travailler parce que j'en faisais une priorité. Donc, on a défini un modèle qui est un modèle d'accompagnement de la transition avec un espace solidaire où on permet à des porteurs de projets, ONG, associations, d'avoir 150 messages de publicité, c'est massif, hein, sur 2 vagues, c'est énorme, qui portent sur un des projets, un de leurs projets à eux. Et pour faire la sélection, on a mis en place un comité d'experts indépendants où il y a une des co-présidentes du GIEC qui participe, quelqu'un du CNRS, du Haut Conseil pour le climat. Donc ce sont des experts qui valident ces projets-là. Et ce sont des espaces gratuits. On a mis en place un espace responsable où là, ce sont des produits éco-responsables à qui on accorde des tarifs préférentiels pour être exposés dans le prime de nos radios, à savoir le matin, là où il y a le plus d'auditeurs, de manière, là aussi, comme la publicité agit sur les comportements, je pense que ça joue aussi dans les comportements et dans l'accompagnement de cette transition. Donc, ce sont les 2 gros engagements qu'on a pris et je suis très heureuse qu'on ait pu les prendre, aller jusqu'au bout et le faire parmi les premiers sur le marché de la publicité. Ouais, je sais qu'en plus de Radio France, chez France Télévisions aussi, vous êtes très engagé sur ce sujet. C'est pas simple d'accompagner, c'est un accompagnement, c'est ça, Sybille le disait, des acteurs. C'est pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, on se rend compte, puisqu'il y a eu beaucoup de questionnements et de débats à l'occasion de la discussion des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, on a beaucoup discuté autour de la publicité. Et alors, outre le fait qu'on est engagé de longue date dans le fait d'avoir des publicités responsables, on se rend compte quand même que la publicité a tendance à précéder la réalité. Si je prends un sujet très simple, l'automobile, on voit que sur les écrans, et je ne parle pas que de France Télévisions, mais partout, sur tous les médias, la publicité pour les véhicules électriques et non essence, on va dire, non diesel, c'est à peu près 40%, alors que c'est loin de représenter 40% des ventes. Donc la publicité est plutôt un acteur positif de changement dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on insiste sur, comme le fait Sybille, sur l'engagement qu'on a pris de longue date et qu'on va continuer à prendre pour être toujours un peu aux avant-postes de cette consommation responsable. Ce que je voudrais dire juste, puisque vous nous interpellez sur notre rôle, je voudrais vous dire que notre rôle est bien au-delà de la publicité.
efficacité, parce qu'il faut savoir que le secteur audiovisuel en France, c'est un secteur qui crée plus de valeur que l'automobile en France. Certes, c'est éclaté parce qu'il y a des producteurs, des auteurs, des techniciens, voilà, donc c'est pas des usines en fait, hein, voilà. Donc le fait qu'on produise de manière responsable aussi pour notre activité est très très important. Et de ce point de vue-là, nous à France Télévisions, on est depuis 2009 engagés dans la production éco-responsable, ça s'appelle EcoProd. On le met en œuvre par exemple sur nos feuilletons quotidiens Plus belle la vie ou Un si grand soleil. On a des manières responsables de produire et c'est essentiel parce que c'est une économie très très importante en France. Donc je pense qu'il faut aussi pousser dans notre propre secteur à nous, celui de la production audiovisuelle. D'accompagner, c'est pas difficile. Vous me dites, quand je vous dis, mais c'est quand même pas évident, Sybille le disait, il faut accompagner quand même. Tout le monde n'est pas peut-être sensible à l'éco-production. Pour des annonceurs qui disent, attendez, moi j'ai envie de parler de mon dernier véhicule électrique, et si on sent que c'est pas forcément très... On parle beaucoup de greenwashing, donc est-ce que c'est pas compliqué, selon vous, d'accompagner l'ensemble des parties prenantes qui ne sont pas sensibles, qui se sentent plus contraints, qui n'ont pas encore les valeurs, en fait, de cette transition? Je pense que c'est quand même en train de changer très très vite. Quand on parle de l'éco-production, là moi je ne parle pas des annonceurs, hein, je parle de nous, je parle des producteurs, je parle de notre filiale de production, donc c'est à notre main, si je puis dire. Donc, et pour les autres, il n'y a que nous-mêmes à convaincre. Non, je pense quand même que, en tout cas dans le domaine des médias, où on manipule tous les jours une matière qui est très très en résonance avec la société française et la société au sens large, cette prise de conscience, elle est quand même là. Alors, est-ce que c'est facile? Pour autant, non. Est-ce qu'il faut, il faut convaincre? Oui, bien sûr, mais il y a quand même un mouvement de fond. C'est ça que je ressens, moi, en tout cas, qui est positif. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un mouvement de fond et on a un rôle, je pense, les uns et les autres à jouer dans la recréation d'un lieu commun, d'un espace commun. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de Carrasdoué, mais il y a aussi Pablo Servigne, il y a Aurélien Barraud. Enfin bon, il y a énormément d'interlocuteurs, d'intervenants qui n'ont pas du tout les mêmes points de vue. Nous, il faut qu'on puisse leur donner la parole et aussi recréer un lieu commun, un espace commun. Un lieu commun n'est pas péjoratif, au contraire, un lieu de rassemblement et pas de segmentation et de séparation. Et c'est aussi ce que les marques recherchent. Pour faire le lien avec ce que vous évoquez sur les régies, on doit pouvoir proposer, alors nous on propose des programmes, en fait des programmes de communication qui permettent à des grandes marques, c'est le cas de Rolex, de BNP, de Chanel hier, de s'associer à un contenu à la façon dont le Guardian le fait, le New York Times aux États-Unis, dans un respect complet de l'indépendance éditoriale, mais en finançant en fait un contenu journalistique de façon à montrer qu'elles sont engagées et qu'elles veulent toucher, avec ce message-là, d'engagement responsable, un public large. Parce que nous, c'est le métro à 5 heures, comme on dit, le Parisien. Il y a un peu tout le monde. Il y a plein de CSP+, et il y a aussi des CSP moins plus. Et c'est ça qui est important pour elles. Alors, oui. Allez-y, et puis on va être sur la fin de notre départ. Je voudrais juste, pour être tout à fait pragmatique, la vraie bonne nouvelle, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les entreprises vont être notées, cotées et incitées par les marchés à avoir une démarche totalement éco-responsable, je pense qu'on aura gagné la bataille. C'est un peu toujours, je ne veux pas être cynique, mais quand on touche au portefeuille, là, tout d'un coup, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Voilà. Et donc, c'est ça la vraie bonne nouvelle. Et ça, c'est un vrai mouvement. On sent qu'il est, ça y est, c'est parti. Ouais. Et donc je pense que ça va entraîner tout le reste. Sybille Veil, le mot de la fin aussi. On est 3 entreprises et on est tous très engagés sur la RSE qui fait de plus en plus partie de nos stratégies. Donc nécessairement, ça infuse à la fois ce qu'on met à l'antenne, mais aussi l'ensemble de nos pratiques quotidiennes, comme c'était évoqué. Et c'est important d'être exemplaire. Quand on reçoit un invité le matin, il faut qu'on soit exemplaire dans la manière dont on l'accueille, la boisson qu'on lui offre. Donc c'est ça aussi qui s'entend et qu'on montre comme exemple. On doit à tout moment montrer l'exemple aussi dans nos pratiques et dans ce qu'on fait. Merci à tous les 3 d'avoir été là. Et merci. À très bientôt sur Shenja et sur ecopo.fr, bien sûr.